Bonjour à tous. Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo dans laquelle je réagissais à un article de Philosophie Magazine me concernant, plus exactement concernant mon livre qui vient de paraître aux éditions Larousse, La philosophie, c'est pour vous aussi. Cet article était écrit par Martin Legros, par ailleurs rédacteur en chef de Philosophie Magazine, et si la majeure partie de cet article était plutôt bienveillante, plutôt élogieuse même, j'ai été gêné par les dernières lignes qui ne me paraissaient pas correspondre à la réalité. En effet, entre deux compliments sur mon sens de la pédagogie, Martin Legros me reprochait d'avoir réduit la pensée de Descartes et d'Hannah Arendt à des aspects mineurs, à des aspects anecdotiques de leur pensée, ce qui m'a amené à faire une critique en règle de ces reproches, texte à l'appui, pour montrer que j'avais fait correctement mon travail et que ces critiques ne me paraissaient pas recevables. Alors il est vrai que ma vidéo était quelque peu véhémente, j'ai notamment dit de cet article qu'il était malhonnête, et que sélectionner quelques mots d'un chapitre qui en comporte plus de 2000, ce n'est pas ce que j'appelle du travail sérieux. Et suite à ça, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que Martin Legros m'a contacté. Martin Legros a vu ma vidéo, il m'a envoyé un mail pour me proposer un débat. Un débat à l'occasion duquel nous pourrions confronter nos points de vue, lui pour lui permettre de clarifier ses critiques, et moi pour y répondre et exposer ma vision des choses. Eh bien, figurez-vous que ce débat a eu lieu, nous l'avons enregistré, et c'est ce débat que vous vous apprêtez à voir ou à écouter. Martin Legros face à Charles Robin, Philosophie Magazine face au précepteur. J'espère que ce débat vous donnera matière à penser. C'est parti. Martin Legros, bonjour. Bonjour Charles Robin. Je vous remercie beaucoup d'avoir non seulement accepté, mais même initié cette discussion entre nous, puisque j'avais fait une vidéo récemment dans laquelle je vous mentionnais par rapport à un article de Philosophie Magazine dont vous êtes l'auteur, vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour expliquer un petit peu les conditions assez particulières de notre échange et ce qui vous a donné envie qu'on ait cette discussion aujourd'hui? Oui, tout à fait, Charles. Merci d'avoir répondu positivement à cette proposition. En effet, j'avais donc écrit un article sur votre dernier livre, La philosophie, c'est pour vous aussi, dans la dernière édition de Philosophie Magazine. Cet article vous avait à la fois réjoui, je crois, mais heurté sur certains points, et vous avez publié une vidéo où vous avez fait part du fait que vous n'étiez pas d'accord avec cet article, ce qui est votre droit le plus strict. Et donc, plutôt que de continuer par médias interposés sans jamais avoir un échange, j'ai pensé que parce que votre réaction posait une question personnelle, d'abord, vous aviez été heurté personnellement et les sentiments, ils ont leur légitimité. Donc moi, je trouve que j'ai à répondre de cela. J'avais à répondre de cela devant votre public nombreux. Je crois que ça a suscité par ailleurs de nombreux commentaires. Et donc voilà, je voudrais m'expliquer sur ça. Et puis il y avait deux questions de fond, je dirais, une question sur certains auteurs. On va pas tous les reprendre, mais je prenais comme exemple dans mon article de Descartes un point sur lequel je trouvais que il y avait une insuffisance peut-être dans le chapitre que vous aviez consacré à Descartes. Peut-être qu'on pourrait aller sur ce point-là en détail et peut-être aussi avoir une discussion sur la philosophie à destination d'un grand public. On partage tous les deux cette ambition. On est un peu plus anciens que vous, mais à part ça, vous avez beaucoup de talent. Vous faites ça avec vraiment, moi, j'ai l'impression d'être de votre côté. Donc, voilà, c'était aussi pour ça que j'ai pris l'initiative de dire allez, crevons l'abcès en public, allons même au fond des choses. On peut se dire les choses, on peut se dire là où on n'est pas d'accord, mais dans le respect et, je dirais, dans la sympathie. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai vraiment apprécié cette démarche. Je l'ai acceptée directement. Je tiens à préciser d'ailleurs à nos auditeurs que c'est la première fois qu'on parle. C'est-à-dire que ce sont nos collaborateurs respectifs qui ont un peu organisé la rencontre. Et nous, on est là sur le ring, mais pas pour se frapper. Plutôt pour échanger, discuter, essayer de se comprendre, de comprendre nos points de vue respectifs. Et du coup, je pense que le mieux, c'est de partir de l'article et de ce qui m'a fait réagir. Alors, l'article, donc je l'ai lu quand j'ai fait ma vidéo, c'est un article assez court, où effectivement, premièrement, on voit que le livre a été lu, et ça, c'est toujours réjouissant.
Ensuite, vous en vantez certaines des qualités, notamment les qualités pédagogiques, et ça j'apprécie énormément puisque c'est la qualité que j'essaye d'incarner au maximum. J'ai même toute une théorie sur le rapport pédagogie et connaissance. Je pense que parfois les experts ne sont pas les meilleurs pédagogues, et que parfois la pédagogie passe aussi par avoir un peu moins de connaissances que l'expert. Mais bon, ça c'est un sujet à part entière. Et alors, on en arrive à ce moment de l'article, vers la fin, où effectivement, j'ai été assez peiné par rapport à la critique que vous aviez faite, qui est à la fois une critique globale, mais que vous avez illustrée par 2 exemples. La critique globale, c'était le fait de caricaturer certains auteurs, voire de commettre des contresens. Et vous avez mentionné comme exemple le cogito dans le chapitre sur Descartes et la banalité du mal d'Hannah Arendt. Et en fait, la phrase, et je dirais même le mot qui m'a embarrassé, c'est le mot réduire. Ainsi, le cogito se trouve-t-il réduit à une déduction logique, et la banalité du mal d'Arendt au fait de dissocier nos actes de leurs conséquences concrètes. Alors, sur le moment, j'ai tenu à me défendre. À me défendre, c'est-à-dire à montrer par le texte que, selon moi, je ne réduisais pas le cogito à une déduction logique, dans le sens où j'expliquais toute la genèse, finalement, du cogito. Alors, pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers, le discours de la méthode de Descartes, c'est un livre très accessible, très personnel, dans lequel Descartes se livre sur son éducation, son enfance, ce qu'il a cru, ce qu'il a admis comme vrai avant de se rendre compte que ça ne l'était pas. Donc il y a un côté un peu comme ça autobiographique, on va dire, dans ce traité philosophique. Et puis à un moment donné, il en arrive à tout remettre en question, de façon méthodique. Parce que comment être sûr que ce que je perçois est vrai? Mes sens sont trompeurs, je peux être sous l'influence d'un malin génie, mais il y a une chose dont je ne peux pas douter, c'est du fait que je pense, donc cogito en latin. Et moi, dans mon chapitre, j'expose toute cette réflexion, et je dis à la fin, Descartes, constatant qu'il ne peut pas douter de sa pensée, en arrive à la conclusion qu'il existe nécessairement. Je pense, donc je suis. Donc, ma réaction à votre article, elle concernait le verbe réduire, que je réduisais le cogito à cette dernière étape du cogito. Entre-temps, j'ai lu des commentaires qui m'ont fait penser que j'avais peut-être mal interprété ce que vous vouliez dire. Au sens où vous avez peut-être voulu dire, et là je vous laisserai la parole, que définir le cogito comme une déduction logique, c'est une erreur. Le cogito cartésien n'est pas une déduction, c'est une intuition. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai lu comme possibilité de mauvaise interprétation de ma part, dans certains commentaires, me disant « Charles, tu n'as pas compris, en fait, ce qu'on te reproche, c'est de dire que le cogito est une déduction logique. » Alors que moi, je me suis concentré sur le fait d'avoir réduit le cogito à sa dernière étape, ce qui n'est pas le cas. Je vous laisse la parole, Martin, pour peut-être tenter de nous éclairer là-dessus. Merci Charles. Alors, première chose avant Descartes, en effet, je crois que vous m'avez reproché, vous avez été heurté par cette formule finale, dans un article, vous l'avez reconnu vous-même, qui était globalement élogieux, de procéder à une réduction. Réduction d'un concept à ceci ou à cela. Moi, je dois dire que, si vous voulez, il me semble qu'il est important que on puisse, dans un article de presse, cet article fait une demi-page, même pas, vous m'avez dit, oui, mais moi j'ai fait tout un chapitre et il fait un article, et moi je crois qu'on peut, dans un article, louer les qualités d'un auteur, louer sa démarche, mais pointer des choses qui sont
qui nous apparaissent comme insuffisantes. Et dans vous m'avez dit, oui, mais j'ai consacré 5 ou 10 pages à Descartes et on ne retient que... Il se trouve tout de même que, moi j'ai relu à plusieurs reprises votre paragraphe sur Descartes, et que là on a peut-être un différent, mais qui est un différent intéressant. Vous invoquiez à l'instant le fait que vous avez lu le discours de la méthode. Eh bien, Descartes définit le cogito non seulement dans le discours de la méthode, mais de manière, à mon avis, plus profonde, plus précise et plus ample dans les méditations métaphysiques. Et il en donne d'ailleurs des définitions différentes. La formule « je pense donc je suis » ne figure par exemple pas dans les méditations métaphysiques. Et c'est la raison pour laquelle je crois pouvoir dire et insister sur le fait que le cogito, ce qu'on appelle le cogito, c'est un peu il faut peut-être l'expliquer à destination des lecteurs un peu étendus, le cogito, c'est l'expérience que Descartes raconte en effet, qui n'est pas vraiment biographique, qui est une expérience de pensée qu'on peut tous faire. Et c'est une expérience où il part d'une chose très concrète, où il dit par exemple, eh bien, il nous est arrivé plusieurs fois, quand on s'est réveillé, vous le racontez d'ailleurs, quand on se réveille d'un rêve, on se dit, ah, je croyais avoir vécu quelque chose. Quand on a une illusion d'optique, dans toute une série de choses, on croyait certainement percevoir des choses, et puis on s'est rendu compte que non. Et Descartes radicalise la chose et il dit, se pourrait-il que toutes mes pensées soient du même ordre qu'un rêve, qu'un fantasme. Et il est là dans une situation qui est très troublante et il nous propose cette expérience. Et quand je dis il ne faut pas réduire le cogito, donc cette expérience que Descartes fait à la première personne, mais sans parler de lui, de ses sentiments, en parlant de cette expérience et en disant que nous pouvons tous la faire, Descartes, le cogito a une dimension logique, mais ne se réduit pas à de la logique. Or, et même à la relecture, je tends à penser que de la manière, en tout cas, mais c'est pas facile de rassembler ce paragraphe en quelques lignes, ce que vous en dites tend à n'en retenir que la dimension logique, c'est-à-dire à dire la pensée, si elle veut être rationnelle, elle est obligée de conclure de manière logique de la présence de la pensée, de l'intuition de la pensée à l'existence de celui qui pense. La logique, c'est quoi? C'est des syllogismes. On en connaît tous le plus célèbre. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Est-ce que le cogito est un syllogisme? On pourrait dire tous les hommes pensent, Descartes fait l'expérience de la pensée, donc Descartes a la certitude qu'il existe en pensant. Eh bien, je crois que même si certaines formulations de Descartes ont une dimension logique, on ne peut pas réduire le cogito. Ce qui est le plus précieux dans le cogito, ce n'est pas la dimension logique. Et pour le dire d'un mot qui me semble le plus précieux, et je trouve qu'il est important que vous et moi, qui faisons profession de faire connaître à un large public ce qui est le plus précieux dans la pensée, c'est-à-dire non pas des définitions, non pas un savoir-faire, non pas une boîte à outils, mais des expériences de pensée, eh bien il est précieux que nous conservions la vigueur et la fraîcheur de ces expériences de pensée. Et dans les méditations métaphysiques, je donne juste une citation, je la trouve magnifique. Descartes dit, il est dans ce trouble, tout est parti en doute, il ne croit plus en rien, il se demande qu'est-ce qui se passe, il n'a plus que sa pensée, il n'a plus que les pensées qui viennent les unes après les autres. Et il dit, peut-être même pourrait-il se faire si je n'avais plus aucune pensée, que sur le champ tout entier, je cesserais d'exister. Ça veut dire que le vertige qu'il éprouve, qui est un vertige quasiment physique, c'est qu'il ne croit à plus rien de tangible, il n'a plus que le dialogue, la conversation avec lui-même, dont il ne sait pas si cette conversation, elle est rattachée à un dehors. Eh bien, ce vertige-là me semblait un petit peu aménuisé par la logique dans la présentation, par ailleurs très pédagogique, que vous en avez faite. Et il me semble que dire ça, c'est mon dernier point, ne méritait pas les qualificatifs de mensonge et de mauvaise foi que vous m'avez retourné, alors que c'était une sorte d'insatisfaction. Je juge un auteur sur ses ambitions. Vous avez des ambitions très très nobles et très très hautes. Et sur ce petit point-là, il me semble que vous n'étiez pas à vos ambitions, à la hauteur de vos propres ambitions. Vous le dire et faire mon métier de critique, il ne me semble pas que c'est faire preuve de mensonge ou de mauvaise foi. Merci beaucoup, Martin. Alors, les méditations. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, si je devais résumer, mais je pense que le fond de notre désaccord est peut-être dans cette tendance que j'ai à schématiser, à résumer, et à parfois
je dirais, faire fi de certaines subtilités, qui sont pour moi, subtilités de spécialistes, d'universitaires ou d'étudiants. Mais ça, on peut ne pas être d'accord. Ça peut être au cas par cas. Il y a deux cogitos. Il y a le cogito du discours, il y a le cogito des méditations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la formulation du cogito n'est pas la même dans le discours de la méthode que dans les méditations. Il y a 4 ans qui séparent ces deux traités. Il y en a un qui est beaucoup plus grand public que l'autre, c'est le discours. Il est beaucoup plus facile à lire, il est beaucoup plus court. On sent qu'il s'adresse au grand public, quoi. D'ailleurs, je crois, corrigez-moi, que le discours est écrit en français, là où les méditations étaient écrites en latin. Donc, le français, c'est pour le grand public, même à cette époque. Toujours est-il que dans le discours, le donc, il n'est pas seulement écrit, il est justifié par Descartes. Quand je dis qu'il est justifié, je voudrais simplement reprendre le passage. Considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillées nous peuvent aussi venir quand nous dormons sans qu'il y en ait aucune pour lors qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais, aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose. Alors oui, il n'y a pas un syllogisme au sens où il n'y a pas un raisonnement logique en 3 temps, mais il y a une implication, sinon syllogistique, du moins logique, dans la formulation qui dit « Pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose. » Et remarquant que cette vérité « je pense donc je suis » était si ferme et si assurée, etc., etc., je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Donc moi, quand je dis Descartes s'aperçoit qu'on peut douter de tout, sauf du doute, c'est-à-dire sauf de la pensée, quand bien même le contenu de la pensée serait faux, eh bien, il en déduit qu'il existe parce qu'il faut bien un sujet pour pouvoir penser. C'est pas un syllogisme, c'est effectivement une déduction logique. J'ai bien conscience que dans les méditations, c'est pas présenté comme ça. C'est présenté comme une intuition immédiate. À chaque fois que je pense, je sais que je suis. Mais dans le discours, il le dit différemment. Alors Charles, on peut déjà, c'est un point important, je trouve, que de dire que à nos lecteurs, de dire qu'il y a deux présentations du cogito, et depuis qu'ils ont été présentés, des milliers de commentaires qui ne sont pas tous d'accord sur c'est quoi l'expérience du cogito. Mais je crois, moi, quand même, que notre but, à vous et à moi, c'est de transmettre aux individus, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans l'introduction de votre livre, que vous avez été très tôt habité par, je crois que c'est une formule de vous, le vertige de la pensée. Eh bien, moi, je trouve que ce qui est précieux dans le cogito, je vais vous raconter juste une petite anecdote personnelle. Au moment du Covid, en avril 2001, j'ai attrapé le Covid quasiment la première ou la deuxième semaine, un Covid très, très violent. Je suis tombé, je me suis blessé, j'ai perdu connaissance. Et quand j'ai perdu connaissance, je suis revenu à ma connaissance, je n'avais plus aucun savoir. Je ne savais plus comment je m'appelais, je ne savais plus si j'habitais, je suis belge, si j'habitais à Paris ou à... C'était par le prénom de mes enfants, je me raccrochais fébrilement à ça, je ne savais plus leur âge. Eh bien, j'ai eu le sentiment d'être dans cette expérience que fait Descartes, c'est-à-dire il parle aussi d'être dans l'impression de prendre l'eau, c'est-à-dire que le sol se dérobe sous nos pieds. Et à ce moment-là, j'étais comme Descartes, je me disais, je pouvais me raccrocher à une seule chose, c'est à ma pensée. Mais pas à une pensée réglementaire en disant, si je dis ceci, c'est que cela. La logique, vos lecteurs et les miens, ça les intéresse, mais c'est pas le cœur. Le cœur, c'est la pensée vivante, c'est l'expérience qu'on peut tous faire. Moi, dans mon Covid. Mais dans la vie de tous les jours, quand on se réveille le matin, on a un trouble. Qu'est-ce que j'ai vécu la nuit en pensant à une histoire qui semble étonnante? Eh bien, on est tous un peu cartésiens quand on se réveille le matin. Et je trouve que réduire cela en disant Descartes, c'est celui qui nous dit avec certitude, quand j'ai une pensée, je suis sûr que j'existe. Il précise, Descartes,
y compris dans le discours de la méthode. Oui, mais cette chose qui existe, dont j'ai la certitude et l'intuition, qu'est-ce que c'est une chose qui pense? C'est une chose qui doute, c'est une chose qui sent, c'est une chose qui imagine. C'est-à-dire, c'est pas uniquement la pensée au sens logique d'enchaîner des propositions. C'est intéressant d'être logique et d'être cohérent. Mais le cœur du cœur de la pensée, ce qui, à mon avis, rend précieux le cogito, et aussi bien dans le discours de la méthode que dans les méditations, c'est cette expérience très troublante. Parce que Descartes, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il n'est pas fou Descartes. Il dit d'ailleurs, je récuse l'exemple des fous. Les fous, qu'est-ce qu'ils font? Les fous, ceux qui ont des délires paranoïaques, ils ne peuvent s'empêcher de croire à ce qu'ils savent être faux. Ils voient des gens et ils s'imaginent que c'est des gens qui vont les tuer. Ils savent que c'est faux, mais ils ne peuvent pas s'empêcher dans un délire paranoïaque. Vous ne pouvez pas vous empêcher de croire alors que vous savez que c'est faux. Descartes, c'est exactement l'inverse. Il se force à croire que la réalité n'existe plus, alors qu'il sait par ailleurs qu'elle existe. Pourquoi fait-il ça? Eh bien, pour sonder ce qu'il y a le plus propre à lui. Eh bien, c'est cette expérience, cette capacité que nous avons de produire de la pensée, qui est plus intéressante que toutes les démonstrations logiques qu'on peut faire. Et je suis convaincu que vous, comme moi, c'est ce qui nous attache à la philosophie. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous dire, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la déduction logique. Et d'ailleurs, l'ensemble de votre chapitre le laisse bien entendre. C'est la fin qui me semblait un petit peu trop une réduction, comme on fait une réduction en cuisine d'une recette, une réduction. C'est dommage. Mais c'est en tout cas pas une attaque personnelle. Et donc, non, je ne suis pas un menteur ni de mauvaise foi quand je vous dis ça. Petite pause dans ce débat qui, je l'espère, vous intéresse, pour vous rappeler que le livre dont on est en train de parler avec Martin Legros, c'est celui-là, La philosophie, c'est pour vous aussi, publié aux éditions Larousse, disponible sur Amazon et dans toutes les bonnes librairies, le cadeau idéal pour offrir un Noël, je vous mets le lien dans la description. Alors, je dirais, non pas pour vous répondre parce que c'est pas un match de tennis, mais pour compléter, pour préciser, que dans mon chapitre, de mon livre, j'ai fait le choix de réduire, au sens de limiter, ma présentation de Descartes au cogito, bon, ce qui déjà est en soi un choix, c'est-à-dire qu'on peut parler de Descartes sous l'angle de la question de Dieu, de la démonstration de l'existence de Dieu, l'argument ontologique, enfin bref, il y a tout un tas de portes d'entrée à Descartes. J'ai choisi le cogito, pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus connu, parce que c'est ce qui est, on va dire, le plus familier, que ce soit pour les élèves en cours de philosophie, ou même pour les adultes qui ont vaguement entendu parler de Descartes. Mais sauf que, parler du cogito, c'est un choix dans lequel il faut faire un choix. Et le choix que j'ai à faire, c'est de savoir, est-ce que je vais parler du cogito version discours de la méthode ou version méditation métaphysique? Et c'est pas pareil, parce que dans un cas, je peux expliquer assez simplement le raisonnement cartésien. Et je voudrais revenir quand même sur l'importance, selon moi, du critère de la raison dans le discours. Mais expliquer le cogito dans le discours, expliquer le cogito dans les méditations, c'est pas le même travail d'explication et de vulgarisation. Et moi, j'entends bien que vous soyez un peu frustré, que je ne sois pas allé plus loin finalement dans cette explication. Mais ce aller un peu plus loin quand même, je pense que vous le pensez parce que vous maîtrisez la philosophie et que vous savez que ça ne se limite pas à ce donc, le cogito. J'entends bien, mais m'adressant à des gens qui n'ont pas du tout notre bagage en philosophie, qui ne connaissent rien de Descartes, d'ailleurs je le dis dans mon encart final, quand on emploie le mot cartésien aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec la pensée de Descartes. Hein, quand on dit « je suis cartésien, je crois pas en Dieu », bah, pas de bol, mauvaise pioche, quoi. Donc être cartésien, pour beaucoup de gens, c'est déjà pas acquis. Moi, j'ai voulu montrer que ce qui intéresse Descartes, c'est de trouver une vérité première, indubitable, indestructible, et qu'il passe par le critère de la raison. J'entends par là qu'il rejette la valeur épistémologique de nos perceptions. Tout est potentiellement illusoire dans nos perceptions. Tout ce qui résiste au doute, c'est le fait que je pense. Qu'il aille plus loin dans les méditations, qu'il fasse montre de ce vertige de la pensée, de cette intuition immédiate de l'existence par la pensée. Je l'entends. Mais sauf que moi, je ne peux pas parler de tout.
et que je dois choisir la version du cogito qui va être la plus facile à comprendre pour mon lecteur. Et ça n'empêche pas mon lecteur ensuite d'aller lire les méditations et de dire « Ah, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. » Et c'est de là que vient peut-être ma mauvaise interprétation de votre critique. C'est-à-dire que ce que vous me dites sur Descartes, en réalité, vous pouvez me le dire sur tous les auteurs. Vous pourrez me le dire sur Kant, même si sur Kant, j'ai essayé d'être précis justement sur ce qu'était et ce que n'était pas l'impératif catégorique. Vous pourriez me le faire sur Épicure, parce que chez Épicure, je ne précise pas non plus, par exemple, la différence entre l'ataraxie et l'aponie. Hein, je résume ça, je simplifie, en parlant de troubles. Troubles de l'âme, troubles du corps, mais je n'emploie pas les mots techniques. Et finalement, sur tous les auteurs, il y aurait des choses à revoir. Quand je dis à revoir, c'est pas forcément au sens où c'est faux, c'est au sens où, selon vous, ce serait peut-être tellement incomplet que ça mériterait d'être critiqué. Et je l'entends. Mais je suis tenu par ma fonction de vulgarisateur de faire des choix. Et donc là, j'ai choisi d'expliquer le cogito version discours de la méthode. Et je voudrais, c'est pas pour enfoncer le clou, mais quand même, dans le discours, je pense donc je suis qui m'assure que je dis la vérité, sinon que je vois très clairement que pour penser, il faut être. Je vois très clairement que pour penser, il faut être. C'est pas moi qui fais écrire à Descartes, je vois très clairement que pour penser, il faut être. Donc il n'y a pas de syllogisme, mais il y a une implication syllogistique dans cette phrase. Oui, je peux me répéter, mais il y a une dimension logique dans le raisonnement que fait Descartes, dans tout raisonnement d'ailleurs. Mais si la seule dimension, si ce qui était profond, si ce qu'invente Descartes se réduisait à un raisonnement logique, à mon avis, il n'y aurait pas eu de cogito et d'invention cartésienne. Et le point, si vous voulez, où je résiste, parce qu'après, on peut avoir plein d'interprétations différentes, c'est qu'il me semble que Descartes en particulier, le « je pense donc je suis » induit en erreur par ailleurs un très grand nombre de lycéens, un très grand nombre de collégiens. Cette formule est passée dans le patrimoine mondial ou sinon national, oui, au moins, et elle est souvent assez mal enseignée en la réduisant précisément à « je pense donc je suis ». Autrement dit, l'existence serait le produit d'une pensée. On est d'accord. Quand on y réfléchit d'un point de vue purement, je dirais, quelqu'un qui n'aurait jamais fait de philosophie se dit « mais il est fou ce mec, je pense, donc je suis ». Oui. Il n'y a aucune pensée qui peut produire de l'existence. Donc, si on prend à la lettre la formule de Descartes, elle est incompréhensible pour un lycéen. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important et que vous et moi, on ne doit pas renoncer là-dessus. Des générations même sans doute de professeurs un peu rapides ont dit, voilà, c'est un raisonnement, Descartes, il dit, dans la pensée, il y a donc nécessairement... Non, ce n'est pas comme la preuve de l'existence de Dieu. Ce n'est pas une preuve... il l'a produit, Descartes. Il dit, une des preuves de l'existence de Dieu, c'est le concept de Dieu comprend son existence. Un Dieu, si l'idée de Dieu, il est infiniment grand, infiniment puissant, etc. Mais s'il n'avait pas l'existence dans la définition de ces concepts, le concept ne serait pas à la hauteur de ce que c'est qu'être un Dieu. Ce à quoi Emmanuel Kant lui répondra plus tard que l'existence n'est pas un prédicat qui définit un concept. Rien ne distingue une table pensée d'une table réelle du point de vue conceptuel, ou un carré géométrique d'un carré c'est la définition conceptuelle d'une chose, c'est distinct de son existence. Eh bien, dès le cogito, nous avons cet écart entre la pensée et l'être. Ce jeu, oui, quand je sors de mon Covid et que le monde n'existe plus, que j'ai l'impression de ne plus être, je me rattache à la pensée comme à un levier qui va me permettre aujourd'hui de vous parler à vous, mais au moment où je sors de mon rêve, de renouer le contact avec le monde. Eh bien, conserver cela par-delà la simple démonstration logique qui fait peur à tous les lycéens et qui, à mon avis, égare, parce que c'est pas ça l'essentiel, c'est précieux. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Voilà. Après, bien entendu, il y a des lectures différentes, il y a des exposés différents entre les méditations. Il y a des évolutions de la pensée des auteurs aussi. Quand même, dans notre métier, à préserver
y compris pour le grand public, non pas seulement un très bon résumé d'un auteur, de son parcours, de ses idées, de ses concepts, mais de ce qui fait la profondeur, ce qui est concernant en réalité, ce qui est concernant pour chacun. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis aussi de relever peut-être les insuffisances de ce que vous disiez sur Hannah Arendt. Il se trouve que je connais très bien Hannah Arendt et j'ai beaucoup fréquenté Descartes, donc c'est là où ça m'a peut-être heurté un peu plus. Mais voilà, c'était pas du tout personnel, c'était l'idée, allons, intéressons-nous et donnons à nos publics, vous et moi, parce que je suis sûr que c'est notre ambition commune, le contact avec la pensée et pas uniquement de l'information. J'entends parfaitement votre discours, et le mot que vous avez employé d'insuffisance ne me heurte pas. Hein. C'est vraiment l'idée de caricature et de contresens qui sous-entend l'idée de déformation qui m'a fait réagir. C'est un peu excessif, je vous l'accorde. Mais je retire du coup le mot malhonnête que j'ai employé pour qualifier votre article, puisque j'entends qu'il ne s'agissait pas de nier toute mon explication sur la genèse du cogito cartésien, mais plutôt de pointer une insuffisance dans l'explication de ce qu'est vraiment le cogito, profondément le cogito. Maintenant, si vous me permettez, je voudrais quand même être un petit peu taquin avec vous, Chouette. Martin. C'est-à-dire que... Vous l'avez déjà été, hein? Oui, je l'ai déjà été, c'est vrai. Mais je voudrais quand même vous faire part d'un article de Philosophie Magazine sur le cogito. Et je voudrais mettre en évidence même qu'il y a une parenté dans la présentation qui est faite du cogito dans cet article et la manière dont je le présente dans mon livre. On part donc de cette phrase « je pense, donc je suis ». Que signifie donc cette formule ? Elle s'inscrit tout d'abord dans le récit autobiographique d'une entreprise de remise en cause de la connaissance, le discours de la méthode, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le doute systématique, ne recevoir aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle. Bon. Et ensuite, Descartes doute donc de tout, mais alors que reste-t-il ? Une seule et unique certitude. Lui-même reste l'auteur de ses propres pensées. Je ne peux pas douter du fait que je suis en train de douter, et, par suite, qu'il y a bien un jeu qui fait cette expérience de pensée. Vous voyez que le donc est ici remplacé par un par suite, qui mérite, selon moi, enfin qui est plus précis que le donc, qui effectivement peut entraîner une confusion, parce que généralement, après un donc, il y a une conséquence qui prolonge, et non pas une implication dans l'énoncé initial. Je pense, par suite, j'existe. Et ça, c'est un article de Philosophie Magazine qui le présente comme ça. Et ça continue. 3 moments dans le cheminement de cette certitude. Je suis, j'existe. Donc là, c'est la formulation des méditations en plus. 2 points. Si je doute, c'est que quelque chose d'existant doute. On est dans une présentation logique du cogito cartésien. Dans un article de Philosophie Magazine aussi. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de dire bah, vous aussi, vous avez fait ce que moi j'ai fait. Je dis simplement qu'on peut comprendre que expliquer le cogito de but en blanc, comme c'est présenté dans les méditations, c'est-à-dire cette expérience intuitive immédiate, c'est pas adapté à un public qui ne connaît pas Descartes. C'est pas adapté. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point, mais D'accord. je ne vais pas épiloguer. Moi, je crois que les méditations sont beaucoup plus accessibles. Elles ont une dimension beaucoup plus de journal, puisque au jour le jour, il dit « Hier, j'en étais là. Ce matin, j'ai essayé de retrouver mes pensées. » Donc, moi, je ne partage pas cette idée. Le discours de la méthode, moi, il me tombe des mains. Je trouve qu'il est beaucoup trop schématique, méthodique, justement. Il est cartésien au mauvais sens du terme. Et donc, voilà, mais chacun a ses affinités, chacun... Et de nouveau, il y a une dimension logique dans le cogito. Toute la question est de savoir, est-ce que le cogito se réduit à une démonstration de logique? Et là, je mettrai mon Descartes en jeu. Je crois que non. Je crois que le cœur de la pensée de Descartes, ce n'est pas de faire une démonstration A plus B, c'est de nous proposer une expérience de pensée que nous pouvons tous faire, que nous faisons
tous les jours quand nous nous réveillons, que nous faisons à plusieurs moments quand, par exemple, nous regardons des êtres qui passent et qui nous apparaissent un peu de manière fantomatique, et on se dit, est-ce qu'il y a bien quelqu'un là derrière ou pas, avec toutes ces personnes devant leur écran. Vous savez, on utilise les écrans, on essaye de les faire vivre avec de la pensée, mais on a de plus en plus l'impression que les écrans rendent les êtres fantomatiques. Eh bien, nous sommes cartésiens quand nous faisons ça, et nous avons besoin de réveiller en nous, non pas un raisonnement logique, je déduis du fait que je vois des ombres qui ressemblent à des hommes qu'il y a sans doute derrière des hommes. Non, nous avons besoin de nous rencontrer, vous Charles et moi, pour qu'il y ait un vrai dialogue. Voilà ce que c'est, à mon avis, du cartésianisme appliqué. Je suis d'accord, Martin, mais je pense qu'on n'a pas la même sensibilité à la valeur qu'accorde Descartes à la raison dans la construction de sa pensée. J'entends par là. On a évoqué rapidement les preuves de l'existence de Dieu. Moi, je garderai toujours à l'esprit cette phrase d'un de mes anciens professeurs qui disait « Quand on a besoin de 4 preuves, c'est qu'aucune des 4 n'est suffisante. » C'est vrai. Et donc, c'est la fameuse preuve, ou plutôt le fameux argument ontologique, que d'ailleurs il a repris de saint Anselme de Canterbury. Il a juste un peu modifié l'énoncé. Anselme disait « Un être tel qu'aucun ne peut être conçu de plus grand existe nécessairement. » Et quand on veut se moquer de Descartes, et je l'ai fait dans un de mes épisodes, je dis bah oui, un être qui existe nécessairement. Donc finalement, son raisonnement est une tautologie. Mais sauf que Descartes y croit à ce raisonnement, c'est-à-dire il est persuadé que c'est implacable, ce qu'il vient de démontrer logiquement. Et ça, pour moi, c'est la preuve que Descartes est, j'oserais un mot un peu brutal, un fanatique de la raison. Je pense que Descartes croit vraiment dans pas la toute-puissance, mais en tout cas, parmi nos puissances, la raison est celle qu'il place au-dessus des autres. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'en voulant démontrer l'existence de Dieu, il a tué Dieu, ou plutôt il a tué l'idée que l'on pouvait démontrer son existence, ce en quoi je pense que Pascal, en prenant moins de risques, a finalement été plus efficace et plus sincère avec lui-même. Dieu ne se démontre pas. Très bien. Descartes a voulu démontrer. Et il s'en est pas arrêté à un seul argument. Il a fallu qu'il aille chercher d'autres arguments, dont certains encore assez obscurs à mes yeux. Mais toujours est-il qu'à chaque fois, c'est basé sur du raisonnement, sinon logique si on veut, en tout cas sur une approche rationnelle du problème. Là, on commence à être d'accord et à rentrer dans le dur de la philosophie, à mon avis. Pourquoi ? Je vous dis mon sentiment. Moi, j'ai l'idée, vous avez tout à fait raison de ce que vous dites sur Descartes, c'est-à-dire, je crois, cette idée, c'est un obsessionnel de la raison qui ne renonce jamais, qui veut pouvoir répondre de tout ce qu'il dit. Mais justement, à mon sens, ce qui fait que Descartes est un génial inventeur, c'est que cet attachement scrupuleux, ce rationalisme scrupuleux, le conduit à devenir quasiment un romancier de la pensée. Précisément parce qu'il est obsédé. Après tout, nous, on a un doute qui passe, on dit « ouais, oublie ça ». Lui, qu'est-ce qu'il nous dit à la seconde méditation ? « La méditation d'hier m'a jeté dans de si grands troubles qu'il n'est plus en mon pouvoir de les oublier. » Plus en mon pouvoir de les oublier, c'est ce que vous dites, obsessionnel de la raison. Et que pourtant, je ne vois pas de quelle manière les résoudre. Obsessionnel, il faut que je trouve une solution. Et comme si j'étais tombé inopinément dans un profond trou d'eau, je suis tellement troublé que je ne puis ni prendre pied dans le fond, ni remonter à la nage jusqu'à la surface. Je vais pourtant faire effort et tenter. Et donc, il reprend l'effort. Eh bien, il me semble que ça, c'est-à-dire cet effort de la raison pour se confronter à ce qui échappe à la raison, c'est grâce à ces mégalomanies de la pensée que Descartes comme Husserl ont mis au jour le fait qu'il y a tous ces êtres qui échappent à la pensée et à la raison. L'autre, finalement, est obligé de reconnaître Husserl. Ce n'est pas simplement une production, c'est pas moi qui le vise uniquement. C'est, je vais lui prêter une part de moi-même, mais il va me permettre à moi, qui ne vois pas mon dos, qui ne vois pas mes silhouettes, il va, grâce à vous qui êtes en train de me regarder, je me complète et ma vision devient complète grâce à vous. Et donc Husserl, qui était parti pour que Martin Legros produise Charles Robin, eh bien, il arrive à la conclusion que c'est Charles Robin qui permet à Martin Legros d'être complet. Eh bien, il me semble que c'est ça la philosophie, c'est-à-dire ce que vous dites, un attachement résolu à la raison, à la démonstration, à l'exposition, comme vous le faites, mais pour s'attaquer à des choses qui échappent peut-être à la raison.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur Descartes, sauf si vous voulez ajouter quelque Ah, non, non, chose. non. Hein. Et on pourrait peut-être poursuivre sur Hannah Arendt, si vous le voulez, peut-être un peu plus rapidement. Oui, si vous voulez, peut-être aller un peu plus vite. Là, je vous laisse peut-être Oui, bah, exposer votre vision et je dirais en quoi est-ce que la mienne est peut-être un peu différente. ok. Bah, disons que là, pour le coup, j'ai trouvé que le prélèvement d'une phrase de mon chapitre, qui est effectivement une phrase de mon chapitre, hein, vous ne l'avez pas inventé, c'est pas de la paraphrase libre. Non, non, j'ai bien écrit, dissocier nos actes de leurs conséquences concrètes, c'est ça la banalité du mal. Mais ça, c'est une phrase qui est au milieu d'un développement où je montre tout ce qui caractérise, selon Hannah Arendt, cette idée de banalité du mal. Et donc, bon, alors pareil, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, procès Eichmann, on est en 1963, fonctionnaire de l'administration nazie qui envoyait des juifs en camp de concentration. Il a été jugé à Jérusalem, et donc Hannah Arendt a été envoyée par le journal Le New Yorker pour couvrir le procès et en faire un rapport. Toujours est-il qu'elle a produit cette expression de banalité du mal qui a beaucoup choqué à l'époque, parce qu'on a cru qu'elle minimisait finalement les crimes des nazis. Et en fait, c'est pas du tout ça. Elle disait qu'on se trompe si on fait de Eichmann, c'est-à-dire du fonctionnaire nazi, un être démoniaque. Un être qui va être animé par la cruauté, la perversion, le sadisme, etc. En fait, le crime d'Eichmann est le crime d'un homme banal, médiocre, qui, en quelque manière, ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Ce n'est pas une déresponsabilisation, c'est une manière de dire que cet homme a été, à un moment donné, le rouage d'une machine, ce qui lui a permis de déléguer et de diluer sa responsabilité individuelle dans l'administration. Hein, l'administration qui pense à notre place. L'État nous dit de faire ça, on le fait. Le chef nous dit de faire ça, on le fait. Absence de pensée. C'est pour ça que j'ai illustré d'ailleurs cette banalité du mal au départ par l'expérience de Milgram, hein, puisque d'ailleurs Milgram est parti du même constat. Hein. Comment le génocide des Juifs a-t-il pu avoir lieu ? Et donc, à un moment donné dans mon explication de la banalité du mal, je parle d'un problème très précis qui est la bureaucratisation du crime. La bureaucratisation du crime, pour moi, c'est pas clair si je ne le dis que comme ça. Donc qu'est-ce que je fais ? Je l'illustre et je le décompose. Qu'est-ce que ça veut dire la bureaucratisation du crime ? Ça veut dire que pour un fonctionnaire nazi, les êtres humains ne sont plus des êtres humains. Ils sont des cas, ils sont des dossiers, ils sont des numéros. Donc d'une certaine manière, il y a une déshumanisation qui se fait par la distance physique, le non-contact physique, ce en quoi d'ailleurs Milgram a raison de dire que quand il y a un contact physique entre la victime et le bourreau tend à devenir un peu moins bourreau. Hein, c'est la distance aussi qui autorise le fait d'infliger des sévices. Et que donc Eichmann, il était dans ce cas de figure où il ne traitait pas des êtres humains, il traitait des dossiers. Et donc son acte criminel, quel était-il ? C'était de tamponner des bons de départ, des bons de transport. C'était ça son crime, d'avoir mis des coups de tampon. Et donc moi, j'explique dans mon chapitre qu'en faisant ça, il dissocie un acte, il le désubstantialise, il le dissocie de ses conséquences concrètes. C'est-à-dire, pour lui, il ne fait que mettre un coup de tampon. Il ne voit pas ce qu'il y a à l'autre bout de la chaîne de ce coup de tampon. Et c'est en ce sens-là qu'il y a banalité du mal, c'est-à-dire qu'il y a manifestation du mal sans s'en rendre compte, sans se sentir coupable. Je n'ai fait que obéir aux ordres. Et il le dit à la fin, mais tout le monde faisait comme moi. Oui, mais il y aurait eu 80 millions de personnes qui auraient fait la même chose que vous, ça ne vous en rendrait pas moins coupable. Donc c'est ça l'idée. Et que du coup vous preniez cette phrase « dissocier nos actes de leurs conséquences concrètes », c'est ça la banalité du mal, je trouvais que c'était malhonnête dans le sens où ça s'insérait au milieu d'un long développement sur la déresponsabilisation et l'absence de pensée, qui rend possible le crime et donc qui donne lieu
à cette idée de banalité du mal. Alors, j'apporterai pas vraiment de contradiction majeure, mais peut-être deux nuances, deux nuances qui me semblent importantes. D'abord, sur la question de la banalité du mal, je ne crois pas qu'on puisse ce concept l'avaliser comme étant, à l'instar du cogito, à l'instar de la preuve existence de Dieu, l'avaliser comme un concept qui fait autorité et dont il n'y aurait qu'à expliquer ce que Hannah Arendt a voulu en dire. Je crois que c'est un concept problématique pour deux raisons. Une première raison historique, c'est que, en effet, il est surgi, c'est un concept qui arrive à la toute fin de l'essai, donc de report sur le rapport sur la banalité du mal au sens d'une enquête. Il arrive à la toute fin, dans les dernières pages, donc de ce récit du procès Eichmann auquel Hannah Arendt a assisté 3 semaines sur 3 ou 4 mois de procès, et pour lequel elle a eu une vision assez biaisée, puisque elle a fait de Eichmann, en effet, un être qui aurait été, elle est un peu tombée dans le piège de la stratégie de défense qui a été celle de Eichmann au cours de ce procès, qui était de dire j'ai obéi aux ordres, j'étais pas du tout antisémite, c'est pas moi qui suis responsable, hein, ce que font de nombreux coupables dans des procès pénaux, qui plus est dans les procès de droit international. Les historiens ont depuis, alors on était en temps direct, les historiens ont depuis montré que Eichmann avait bien visité les camps d'Auschwitz, donc on savait très très bien quel était le sort des Juifs, qu'il avait eu des rapports très très concrets avec les Juifs qui étaient déportés, qu'il était notoirement antisémite et qu'il était habité par ce qu'on appelle l'antisémitisme de rédemption, c'est-à-dire convaincu que le peuple allemand était menacé par les Juifs et que c'est en éliminant les Juifs que le peuple allemand allait se sauver. Donc ça, c'est une précision historique. Je crois qu'on ne peut pas présenter ce concept en disant c'est vrai, c'est le vrai sur le vrai. C'est un concept problématique dont l'application au cas d'Eichmann est également problématique. Mais si on crédite, ce qui est mon cas comme le vôtre, à Rennes, d'avoir touché quelque chose d'important à travers cette banalité du mal, je crois, et c'est la deuxième nuance, qu'on ne peut pas réduire la banalité du mal au fait de ne pas se sentir responsable, de remplir des dossiers et en quelque sorte de pas mesurer en effet les conséquences concrètes de son acte. Pourquoi ? Parce que Hannah Arendt, elle dit, face au spectacle, ce qui l'a sidéré, le spectacle de Eichmann, c'est que c'était un être qui avait une responsabilité écrasante. Il était quand même le responsable de la déportation des Juifs par le train. C'était une organisation colossale. C'était comme diriger la SNCF, mais pas pour conduire mais pour une entreprise d'extermination. Donc il avait une responsabilité colossale et pourtant, c'est un faillot. C'est un type qui est juste là en train d'essayer d'être bien vu de ses chefs, de bien se faire voir, au mieux, disait-il, d'être celui qui appliquait la maxime morale du Reich, qui était de remplacer la loi universelle de Kant par la volonté du Führer. C'est un propos typique de Eichmann qui osait se revendiquer d'Emmanuel Kant pour dire qu'il s'était comporté moralement. C'est quand même d'un cynisme c'est effrayant d'avoir un degré de bêtise à cet égard-là, de dire puisque j'étais un peu le dernier, j'étais un kantien moi, et c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Kant qui est censé représenter en Allemagne le parangon de l'éthique et de l'exigence morale. Et donc je crois que ce qui est important, c'est de dire ce que vous dites d'ailleurs dans la page ultime de votre passage sur Hannah Arendt. Vous avez un petit paragraphe sur ce qu'elle appelle l'absence de pensée, qui est le cœur de la chose, mais bizarrement que vous ne rattachez pas à l'ensemble de l'exposé qui est très pédagogique des faits sur l'expérience de Milgram et sur le reste. Or, c'est le cœur de la chose. La banalité du mal, c'est pas le fait que ce sont des êtres psychologiquement banals qui seraient médiocres, c'est pas tellement ça. C'est le fait qu'ils pensent par cliché, voire même qu'ils ont arrêté de penser tout court. C'est pas qu'ils ne pensent pas aux conséquences, c'est qu'ils ne pensent même pas Oui. ce qu'ils font. Et Hannah Arendt en vient à poser cette question qui est très profonde. Est-ce que l'absence de pensée serait responsable du plus grand mal que les hommes peuvent commettre sur Terre? Tout à fait. Et elle en fait quelques pages à la fin de son essai, et c'est uniquement dans un texte posthume, La vie de l'esprit, où elle s'attaque frontalement à cette question, et elle dit, oui, peut-être, c'est l'absence de pensée, c'est le fait qu'on n'essaye plus de dialoguer avec soi pour essayer de rendre compte ne fût-ce qu'avec soi-même de ce qu'on est en train de faire, qui peut induire le plus grand mal. Et c'est pas de fait d'avoir des pulsions sadiques comme les grandes figures, comme Iago, comme les grands criminels du passé. Non, le mal le plus terrible, il vient d'êtres qui en réalité ne pensent pas ce qu'ils font, qui sont des somnambules. Eh bien ça, voilà encore une leçon très profonde pour notre temps, et à mon avis qui est un peu pas assez, je dirais, éclairé quand on dit ne pas penser aux conséquences de ce qu'on fait. Alors, bon,
Il se trouve que l'absence de pensée, j'en fais mon encart Oui, oui. final du chapitre, et je pense que je vais exactement dans la direction que vous indiquez, c'est-à-dire, pour Hannah Arendt, la caractéristique principale des régimes totalitaires est l'absence de pensée. Les individus ne se posent plus la question de la signification de leurs actes, ils se contentent d'obéir aveuglement à l'idéologie, c'est-à-dire, comme elle le souligne, à la logique d'une idée. Leur comportement devient mécanique, automatique, dépourvu de toute réflexion et de toute recherche de sens. Pourquoi penser quand le régime pense à notre place ? Eichmann incarne parfaitement la mentalité totalitaire, etc. Donc là, pour le coup, je fais ce lien entre l'absence de pensée, c'est-à-dire que c'est progressif. La présentation que je fais de la pensée de Arendt, il y a le fait de ne pas penser aux conséquences de nos actes, et puis à la fin, je parachève ça en disant, c'est le fait de ne pas penser tout court, et de se Mhm. conformer, je crois que j'emploie une expression, voilà, Eichmann n'est plus un sujet doté d'une conscience et d'une faculté de jugement, il est ce que Arendt appelle un homme de masse, ayant renoncé à l'exercice de son discernement pour se fondre dans le conformisme du corps collectif. Et effectivement, moi, j'ai travaillé récemment là sur Ionesco et sur Rhinocéros, qu'on interprète là aussi. Alors là, il y aurait beaucoup à dire sur les interprétations faites de Rhinocéros et de son message. Et Ionesco est frappé par le fait que la mentalité idéologique consiste à s'auto-déshumaniser par le fait de ne plus remettre en question ce que l'on croit et à simplement vouloir l'imposer aux autres. Donc le rhinocéros, c'est un animal, donc il y a cette animalisation qui symbolise la déshumanisation, c'est-à-dire la cessation de toute pensée critique, et c'est une animalisation contagieuse parce que le but, c'est de convaincre l'autre, voire de le persuader, c'est-à-dire de le convertir, d'en faire un rhinocéros. Et au moment où on cherche à convertir l'autre, on cesse lui aussi de le considérer comme un être humain, c'est-à-dire qu'on remplace le dialogue par le discours. Et donc on cherche à l'enrôler. D'où la phrase très choquante d'ailleurs de Ionesco, tous les auteurs engagés veulent vous violer. C'est une phrase très brutale, mais il veut dire par là que quand on cherche à vous convaincre, on ne cherche pas à vous faire penser. Ou plutôt, on cherche à vous faire penser qu'il n'y a plus besoin de penser parce que c'est moi qui pense juste. Donc c'est juste pour faire le lien et souligner que l'absence de pensée, j'en parle dans le chapitre et ça me paraît effectivement, je vous rejoins, une caractéristique essentielle de la mentalité totalitaire. Je crois on a exposé nos accords, nos désaccords et surtout nos accords sur le fond et comme quoi le mérite d'un dialogue philosophique, socratique, médiatique, tout à la fois. Merci en tout cas beaucoup. C'était très riche, très stimulant. Je trouve que c'est bien de mon point de vue en tout cas, on a non seulement vidé l'abcès, mais on a pensé ensemble, en commun, engageant à la fois la définition de ce que c'est que la philosophie, de ce que c'est que penser dans les pas d'un auteur et d'avoir un désaccord, mais sur le fond, et donc où la pensée, on a activé l'un et l'autre, l'un grâce à l'autre et l'un par Bien l'autre, sûr. nos pensées, et j'espère en tout cas que votre public et notre public aura partagé ce moment de pensée ensemble. Merci Martin, je vous rejoins. Je pense que de ce désaccord, de ce polémos initial a germé et a fleuri quelque chose de fertile et que nos spectateurs et nos lecteurs et auditeurs auront pris plaisir, je l'espère en tout cas, à suivre notre échange. Et peut-être que des gens de ma communauté vont aller s'abonner à votre revue et Tout à fait. peut-être que des lecteurs de votre revue vont aller regarder un petit peu ce que j'écris dans mon livre ou sur ma chaîne YouTube. Mais si la critique portait sur le fait qu'on pouvait aller un peu plus loin, sachez qu'il y a parmi mes abonnés des gens qui le pensent aussi. Très bien. Mais en tout cas, moi, je trouve que vous devriez pas entendre ma critique comme un appel parce que je trouve que vous avez un talent vraiment, le coup de l'illusion d'optique du chauffeur, je la connaissais pas, qui voit un bateau en lévitation ou des petites histoires que vous forgez. Je trouve que c'est ça qui est, moi, je trouve très précieux, c'est de montrer que ce sont des situations que nous faisons tous qui peuvent être éclairés ou donner à comprendre des concepts. Ne renoncez pas à ça, je trouve que c'est très précieux. Très bien. Merci beaucoup Martin. Merci Charles, à bientôt.